Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le Cameroun a reçu la visite du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. L'émissaire du Saint-Siège a rencontré le chef de l'État, Paul Biya. Il s'est également rendu dans la ville de Bamenda, où sévit depuis 2016 une crise sécessionniste. Le second tour de la présidentielle au Niger confirmé par la Cour constitutionnelle, un second tour fixé au 21 février et qui opposera le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum à l'ancien président Mahaman Ousmane. Et c'était la fin ce dimanche du mondial de handball. Le Danemark a réussi à conserver son titre. Nous reviendrons en fin de journal sur le parcours des équipes africaines dans cette compétition. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle a publié les résultats définitifs des élections législatives du 27 décembre dernier. Au total, 346 requêtes avaient été déposées. Sur les 140 députés déclarés vainqueurs à l'issue du premier tour, seuls 22 voient leur élection validée. Pour les 118 autres sièges, il faudra retourner aux urnes. Le mandat de l'actuelle Assemblée prend fin le 2 mai. Le nouveau scrutin devra donc se tenir avant cette date. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État du Vatican était en visite au Cameroun. Le cardinal Pietro Parolin a été reçu par le président camerounais Paul Biya. Il a également rencontré les évêques du pays. Il s'est par ailleurs rendu dans le nord-ouest, à Bamenda plus précisément. Le Saint-Siège confirme ainsi son souhait de voir une résolution rapide de la crise anglophone. Nathalie Mo. Le Vatican a envoyé son émissaire porter un message de paix pour le Cameroun. Du 28 janvier au 2 février 2021, le secrétaire d'État près le Saint-Siège, Monseigneur Pietro Parolin, a mis à profit son séjour pour rencontrer divers acteurs impliqués dans la résolution de la crise anglophone. Je suis ici pour manifester l'attention et la solidarité du Saint-Père François envers le Cameroun, surtout dans les difficultés qu'il expérimente. Et on a parlé avec le président beaucoup de la situation du nord et sud-ouest. Et nous souhaitons vraiment qu'on puisse avoir paix dans cette région. Le cardinal Pietro Parolin est venu en visite d'État au Cameroun, une mission qui reflète l'engagement diplomatique du Vatican pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en raison des excellentes relations bilatérales qui lient les deux États. On a parlé de beaucoup de problèmes. On a pratiquement touché un peu tous les points de la situation actuelle au Cameroun. Point fort de la présence de Monseigneur Pietro Parolin au Cameroun, sa visite le 31 janvier 2021 à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest. Une action d'envergure du Vatican selon les populations. Le Saint-Siège plaide pour un dialogue entre les parties en conflit depuis plus de 3 ans. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma se soustrait une nouvelle fois à la justice. L'ex-chef d'État a refusé de comparaître devant la commission chargée d'enquêter sur les soupçons de corruption durant ses 9 années de mandat. Ce n'est pas la première fois que Jacob Zuma refuse de coopérer avec cette commission créée en 2018 et qu'il juge partiale. Il avait notamment demandé au juge Raymond Zondo de se récuser. Le 28 janvier, la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, lui a ordonné de comparaître. Au Niger, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats provisoires du premier tour publiés par la commission électorale. Le second tour est donc validé. Il est fixé au 21 février avec un duel entre Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane. Un sujet de Joël Marie Ballot.
Le 21 février 2021 se tiendra le second tour du scrutin présidentiel au Niger. Après proclamation des résultats définitifs du premier tour, le 29 janvier 2021 par la Cour constitutionnelle nigérienne, les électeurs vont faire valoir leur voix autour de 2 candidats. Il s'agit de Bazoum Mohamed, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Taraya, et son homologue du Renouveau démocratique et républicain Tchandji, l'ancien président Mahaman Ousmane. Ces derniers accèdent au second tour de la présidentielle avec respectivement 39,30% et 16,98% de suffrages exprimés valables. Candidats arrivés en tête lors du premier tour sont Mohamed Bazoum avec 1 879 629 voix, soit 39,30%. Mahaman Ousmane avec 812 412 voix, soit 16,98%. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 au Niger ont connu la participation de 30 candidats en lice. Des candidats qui ont dû être départagés par 5 189 132 électeurs nigériens sur les quelques 7,4 millions inscrits sur les listes électorales, soit un taux de participation de 69,68%. La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour déclare par conséquent Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane candidats au deuxième tour des élections présidentielles. Les dés sont jetés. Lancée depuis le 31 janvier, la campagne électorale pour le second tour prendra fin le 19 février 2021 à 23h GMT. Elle opposera Bazoum Mohamed, dauphin du président sortant, à Mahaman Ousmane, ancien président de la République du Niger. Le nom du nouveau Premier ministre libyen devrait être connu d'ici le 5 février. Le Forum du dialogue interlibyen réuni depuis ce lundi planche sur la liste des candidats qui sont au nombre de 24. Le futur chef de l'exécutif pourrait être originaire de la ville de Misrata. Les 3 membres du conseil présidentiel doivent être issus des 3 régions du pays, ouest, est et sud. Ce conseil présidentiel est une autorité de transition qui gouvernera le pays jusqu'aux élections prévues le 24 décembre prochain. Hausse de la dette au Kenya. La dette publique du pays s'est creusée de 11,8 milliards de dollars en 2020 en cause la pandémie de coronavirus. Le Kenya a multiplié les emprunts pour répondre aux effets de la crise sanitaire. Mildred Diamo. La dette publique du Kenya a augmenté de 11,8 milliards de dollars en 2020. D'après un rapport de la Banque centrale publié le 29 janvier 2021, la dette de ce pays d'Afrique de l'Est est passée à 66,1 milliards de dollars contre 54,3 milliards de dollars en janvier 2020. La situation de Covid indique que chaque dirigeant politique se batte pour faire survivre son pays de 2 points de vue, du point de vue sanitaire et du point de vue économique. Et puis, lorsque vous regardez la proportion des chiffres en termes d'endettement, ce n'est absolument rien de grave. Beaucoup de pays africains ont la capacité de s'en sortir et le Kenya a la capacité de s'en sortir. La résilience sanitaire et la résilience économique sont d'une importance capitale. Et aujourd'hui, tous les pays du monde sont endettés, y compris les États-Unis et beaucoup de pays européens que l'on peut considérer comme riches. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'inquiéter d'un endettement qui croît un petit peu pour le Kenya. Cette situation s'explique par l'augmentation des emprunts pour répondre à la pandémie de Covid-19. La hausse de la dette publique du Kenya est également causée par divers projets d'investissement mis en œuvre par le pays pour contrer les effets de la pandémie. Ces projets incluent notamment la construction des routes et des chemins de fer. La seule sagesse qu'il faut avoir, c'est de s'assurer que l'argent de l'endettement n'est pas détourné, qu'il est utilisé à bon escient. Le reste, la solidarité intergénérationnelle permettra que le peuple kényan fasse la capacité nécessaire pour être en mesure de rembourser les engagements de l'État. L'urgence aujourd'hui, ce n'est pas de réduire l'endettement. L'urgence aujourd'hui, c'est de créer une plus grande économie capable de rembourser, mais pas aujourd'hui et demain par contre. Malgré un déficit budgétaire, la croissance
président du Kenya reste positif, témoignant d'une résilience liée à la diversification de l'économie. Après une décennie de croissance située autour de 6% et soutenue par des investissements publics massifs dans les infrastructures, le Kenya reste le seul pays de la communauté de l'Afrique de l'Est classé à revenu intermédiaire. L'Organisation internationale de la francophonie a décidé de soutenir les femmes particulièrement impactées par la crise sanitaire. L'OIF entend mettre à profit son fonds de solidarité créé en 2020, intitulé La francophonie avec elle. Ce fonds est doté de 3 millions d'euros et devrait permettre de financer des projets dans l'espace francophone, notamment en Afrique. Victoria Sedji. Le fonds de solidarité, la francophonie avec elle, parce que ce sont elles les premières victimes du Covid-19. C'est par ce projet d'un montant de près de 3 millions d'euros que l'Organisation internationale de la francophonie vient en appui aux filles et femmes francophones rendues vulnérables par la pandémie. Un soutien qui devrait leur favoriser l'accès au développement économique, à l'éducation, à la santé, à la citoyenneté et à la formation. La francophonie avec elle financera à cet effet des actions de terrain dans l'espace francophone, notamment en Afrique, dans les Caraïbes et au Liban. C'est un fonds qui a d'abord été alimenté par l'OIF avec un investissement de départ qui est issu en fait de toutes les sommes qui ont été économisées parce qu'on a dû annuler des programmes ou ce qu'on n'a pas pu faire pendant la crise de la pandémie. On a essayé d'utiliser ces fonds-là. On a mis une somme, c'était à peu près 3 millions d'euros, qui a été aussi alimentée par les États. Certains États ont fait des dons assez conséquents la première année. La première phase de lancement a démarré vers la fin 2021. Des organisations non gouvernementales parmi les plus actives, sélectionnées après un appel à projet, sont déployées sur le terrain. Objectif, apporter un appui au maximum de filles et de femmes dans tout l'espace francophone. On a décidé aussi d'ouvrir ce fonds à toute personne qui veut contribuer. Donc on a une plateforme internet où même si vous le souhaitez demain, vous pouvez faire un don. On espère vraiment conscientiser les gens à cette problématique parce qu'en fait les femmes dans tout l'espace francophone on s'est rendu compte que les femmes ont été les premières victimes. Souvent les femmes subsistent par des économies de proximité, des petits métiers mais qui finalement ont été les premiers à être affectés par la crise sanitaire et c'est à ça qu'on a voulu répondre. 59 projets répartis sur 20 pays ont été sélectionnés sur près de 1400 projets réceptionnés en ce qui concerne la première phase de lancement. La seconde phase est annoncée pour courant 2021. À noter que le comité de gestion du projet est composé d'experts techniques francophones. Et du sport avec la 27e édition du championnat du monde de handball masculin qui vient de s'achever. Une compétition qui a vu la victoire du Danemark. Mais les sélections africaines, à l'instar de l'Égypte et de l'Algérie, n'ont pas démérité. Retour sur leur performance avec José Douglas. Et les équipes comme le Maroc, la RDC, la Tunisie et l'Angola sont sorties dès le premier tour de la compétition. Et le Cap-Vert, qui a vu son effectif se réduire après des cas de Covid, et il restait 9 joueurs au lieu de 10, comme l'exige le règlement, a donc été obligé de se retirer de la compétition après avoir disputé un seul match contre la Hongrie, perdu 27-34. L'Égypte et l'Algérie ont franchi le premier tour. Les Égyptiens ont disputé les quarts de finale face au Danemark et après une égalité parfaite au temps réglementaire, ils ont été battus sur tir au but 4-3. Un duel de haute volée entre les intouchables danois et le pays hôte surmotivé. Pourtant, les Pharaons étaient optimistes avant ce match contre le Danemark. Être qualifié pour les quarts de finale, c'est une grande chose. Il y a beaucoup de grandes équipes qui sont éliminées. On a atteint notre objectif et maintenant, c'est le moment de rêver. Quant à l'Algérie, les Fennecs perdent seulement de 3 buts face à l'équipe de France qui n'a guère brillé lors de ce match. L'équipe d'Algérie en pleine reconstruction avec un nouvel entraîneur, Alain Porte, et les joueurs ont tenu la dragée haute à l'équipe de France. Une sélection algérienne qui promet à condition de travailler. Cette équipe d'Algérie est nouvelle et on la découvre dans cette compétition. Elle défend très dur et très haut et on savait avant le match que l'on allait rencontrer quelques difficultés. La preuve, on ne peut pas dire que la France est largement supérieure à l'Algérie. Psychologiquement, avant le match, on se disait que l'on n'avait pas le droit de mal jouer contre cette équipe. Nous ne sommes plus la grande équipe de France d'il y a 10 ans. L'Égypte et l'Algérie comptent une victoire dans la compétition et dans la phase de groupe.
Quant au Maroc, la RDC, la Tunisie, l'Angola et voire le Cap-Vert, ces pays doivent revoir leur copie pour produire un meilleur jeu lors du prochain rendez-vous international. Seule bonne note, il y a du potentiel dans nos sélections. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.